Bonjour. Bonjour aux gens en ligne. En particulier, bonjour à mes collègues du Conseil des arts qui sont à Ottawa et qui aussi sont backstage d'une certaine façon en étant en train de soutenir cette conférence. D'abord, merci d'avoir accepté l'invitation du Conseil des arts à assister à ce sommet sur les arts à l'ère numérique. Ce matin, comme sans doute la plupart d'entre vous, j'éprouve un grand sentiment d'excitation et de fébrilité qui s'ajoute à une grande anticipation pour la suite des choses. Évidemment, au Conseil des arts, ça fait plusieurs mois que nous tentons de préciser le mieux possible les prémices et les retombées attendues de ce sommet. Et le précieux appui du comité de sages que nous avons convoqué a grandement éclairé notre démarche. Depuis plusieurs mois, nous réfléchissons aux contours du Fonds numérique que nous nous sommes engagés à créer à la suite de la confirmation du doublement progressif du budget du Conseil des arts. Depuis plusieurs mois, nous échafaudons des hypothèses, rencontrons des geeks, des artistes technophiles ou non, et à l'international et ici, débattons sur de nombreuses plateformes, analysons chaque question, chaque commentaire et surtout, lisons des piles de rapports de sondage et d'essais sur les enjeux du numérique. In other words, we've tried to define a space that this summit could become an inventive and constructive exchange and work space. We've done this by focusing first on our own responsibility as an arts council, one we share with other public funding bodies, several leaders of which I'm happy to see here today. We wanted the summit to focus on creation, outreach, and above all, the goal of sharing art with our fellow citizens. As previously stated, we decided not to focus on digital arts practice since it will be supported and recognized as a distinct discipline in our new funding model, which will be launched in a few weeks. We've decided at the outset to avoid any major discussion on legal or regulatory issues, funding models that need to be redesigned in the age of capitalism 3.0, and the legitimate and documented demands for more internet access across the country. These questions are extremely important and pressing concerns, of course, but they are already being addressed through various channels, competently debated at local, national, and international conferences, and assessed and seriously considered at all levels of governments. So we wanted to discuss topics that are not out of our reach. Meanwhile, the monopolies and the numerous digital businesses continue to make big announcements and launch new technologies that constantly shift the landscape. Obviously, we have to keep this situation in mind when discussing the arts sector. We need to stay on top of all these changes, particularly when any government initiatives and those of our public and private partners. We also need to strive to better understand the impact of the continuing disruption to models of distribution, consumption, and attendance that we still seem to take as a given. Aujourd'hui et demain, nous vous proposons d'imaginer ce que nous pouvons faire de mieux et de plus structurant à court et moyen terme pour que la création artistique passée, actuelle et surtout à venir demeure vitale, diversifiée, forte, libre, possible, partagée, capable de prendre des risques, appréciée et hautement signifiante pour les individus, pour les communautés et pour notre société. Nous vous proposons un partage effectif de responsabilités dans une perspective pragmatique à partir de ce que nous sommes et de ce que nous représentons comme secteur d'activité. Nous sommes maintenant prêts à vous entendre, à développer avec vous des idées, des approches, des avenues, des projets, des coalitions, des réseaux, des collaborations pouvant être financés et mis en œuvre au cours des 4 prochaines années afin que l'art continue à se frayer un chemin fréquenté
au temps du numérique. Nous venons à ce sommet sans pouvoir ni vouloir en prédire les résultats. Nous acceptons que l'horizon numérique est en partie insondable. Nous considérons qu'il faut faire preuve d'humilité et d'ouverture et surtout qu'il faut combattre le fatalisme en mobilisant nos intelligences et nos volontés de défendre ce à quoi nous tenons le plus, c'est-à-dire notre liberté de créer de l'art dans ce pays et de refaire le monde une émotion à la fois. Pour lancer ce sommet, nous avons donc pensé vous indiquer là où nous en sommes ce matin, en réitérant nos valeurs et nos choix fondamentaux et en tentant de recadrer les questions qui nous semblent les plus pressantes. What I'm proposing this morning is a kind of a manifesto, a declaration from the starting lines, a series of potential benchmarks as we start our work, the outcomes of which are up to all of us here, and online actually. So, Manifesto for the Arts in the Digital Era. The digital revolution has been accelerating at an alarming pace since the turn of the 21st century, and we've all felt its effects. Whether it troubles, fascinates, disturbs, excludes, rallies, inspires, impoverishes, disappoints, or galvanizes us, it affects all of us in all sectors of society, in all aspects of human life, and all nations. A new model of civilization is quickly becoming the norm. Probably for the first time, the central issue in this new model of civilization is the role that human beings can continue to play. The constant and insidious ability of algorithms to influence and even replace an increasingly large part of our decision-making power casts doubts on the very idea of free will. La volonté de maîtriser et de rentabiliser toujours plus la technologie conduit à reproduire la vie réelle jusqu'à l'organisation biologique, le séquençage des gènes, des chromosomes, voire du génome complet, et même les attributs du cerveau humain, comme si la maîtrise sans cesse plus poussée de la technologie allait nous permettre non seulement de tout prédire, mais aussi de prévoir, de prévenir, de corriger les maladies, les accidents, les fatalités, comme si la technologie allait nous permettre de vivre en échappant aux imperfections et aux mystères de la condition humaine, pour le meilleur et pour le pire. Le poète italien Cesare Pavese a déjà écrit que l'art est bien la preuve que la vie ne suffit pas. Puisque la technologie continue à vouloir régir nos vies au point de nous en aliéner, l'art est sans doute appelé à devenir la véritable preuve que la technologie ne suffit pas. Avant d'en être dessaisis, et pour empêcher cette aliénation, nous devons utiliser notre capacité et notre pouvoir de faire des choix pour ne pas devenir les touristes des ruines de notre passé, pour que les dictats des géants du numérique ne formatent pas unilatéralement la création et le partage de l'art, pour contrer la déshumanisation du numérique et la déshumanisation par le numérique, pour que l'art et la culture restent au cœur du destin de nos semblables comme un ancrage de société et de civilisation, pour que nous puissions enfin être les acteurs solidaires d'un avenir dont nous refusons d'être bannis. Et c'est bien de solidarité dont il est question ici, d'une solidarité à bâtir en ne niant pas les divergences ou les nuances de point de vue, mais en misant fortement sur les valeurs partagées et les convergences majeures qui transcendent nos conditions spécifiques, nos pratiques, nos contextes, nos échelles organisationnelles et nos horizons disciplinaires. This summit's hackathon-like sessions, talks, workshops, and human libraries are an invitation to set aside the competitiveness that too often drives us, to share the sense of urgency that has brought us together to take action here, now, and tomorrow, because we'll need the community
that will have formed by the end of this event to move forward. This summit is just the first step in our campaign to make the arts a central, more prominent and lasting feature of the digital society. Let's not think about the final step. It would underestimate our ability to reinvent ourselves and deny the crucial role of innovation in our discussions and actions. The professional artistic community must adapt and adjust how it operates in light of the greatest social transformation it has ever known. We are all living a critical time. Entire systems and sectors are imploding, collapsing, because the assumptions they were built on no longer exist. Traditional boundaries and markers, like those of nations and disciplines, are disappearing. Intermediaries such as broadcasters, distributors, and mediators are at risk of being replaced by the platforms whose algorithms make some content virtually invisible and significantly undermine diversity. As philosopher Éric Sadin, French philosopher, observed in La Silicolonisation du Monde, it's French, and I quote, "Industry's interpretation of human behaviors has become the driving force of the digital economy," end of quote. The new consumption model is opaque, unbalanced, but very, very effective. It blurs the line between content and consumer, whose relationship to the content or product has become, most of the time, more valuable than the product itself. This means that in many cases, compensation for creators is shrinking. Le carburant des algorithmes, c'est-à-dire les traces que nous laissons souvent inconsciemment sur nos écrans et sur les objets que nous manipulons, fait avancer le capitalisme numérique en piétinant la pensée critique, la créativité, la découverte, la diversité et même, on le voit de plus en plus, la vérité. Comme l'a écrit Dominique Cardon dans son essai « À quoi rêvent les algorithmes ?» et je cite, « La fabrication de la popularité numérique est désormais versatile, brusque et déroutante. Elle privilégie la synchronisation, le mimétisme et l'obsolescence programmée. » Fin de la citation. Les plateformes numériques de distribution, d'une certaine façon, sonnent le glas de la méritocratie et de la diversité. On pourrait croire que leur objectif ultime est parfois le degré zéro de l'imagination et du discernement. Il est moins une pour la communauté artistique et celle-ci doit refuser de suivre un convoi que mènent ces géants pendant qu'elle en a encore les loisirs et les moyens. Tirons des leçons de la crise qui frappe les médias, parce qu'il est beaucoup plus tard pour le secteur des médias qu'il ne l'est pour le secteur des arts. Nous serions avisés de prendre acte de leur réalité, parce que l'information est un acte de communication très près du nôtre. Le secteur des communications, en fait, est contigu au secteur de la culture. Aujourd'hui, la fonction civique des médias, de critiquer, de rapporter des faits, d'analyser, de nous en informer, se perd dans un débat public hors de contrôle. Un débat où la participation superficielle de la multitude l'emporte sur la scène critique informée quand elle ne l'emporte pas sur la véracité des faits. Dans la course à la technologie à laquelle se livrent les médias avec plateformes, commentaires, chaînes d'infos continues, chaînes spécialisées et autres, l'objectivité et le professionnalisme journalistique se retrouvent confrontés aux attentes d'un public intoxiqué par la rapidité des réseaux et avide de celle-ci. S'ajoutant à cela les défis financiers dus en majeure partie au morcellement des revenus, sinon à la disparition des sources de revenus, dans le miroir éclaté qu'a publié le Forum des politiques publiques en janvier dernier, Edward Greenspoon, président-directeur général du Forum, disait en conclusion, et je le cite, « Après 2 décennies de crise existentielle, le monde de l'information est en péril et le ciment social que je connaissais dans ma jeunesse a perdu sa force. » Fin de la citation.
Without going into the complexities of the media situation and ultimately the consequences for democracy of a lack of high-quality news, it's interesting to note that the public still trusts the media, despite the mistakes they have been made. On February 25th, Philippe Papineau of Le Devoir reported an increase in subscriptions and radio listeners for the U.S. media that provides political coverage that focuses more on factual investigation than on information acquired by other sources of revenue. This is encouraging. We in the arts should learn from the crisis in the media that it is futile to try to win a technological race determined by the number of clicks. We must also understand that it's vital that we engage the public in the arts and artistic practice for the acts of communication and sharing that they are. And lastly, we can no longer rely on models that are dying or obsolete or try to recreate them out of habit or dogmatically maintain them. Ultimately, we need to ask ourselves how our dependence on digital technology contributes to the human development. And to answer this, we must go away with any magical thinking we may have about technology and break away from our ingrained pre-digital habits. Évidemment, le contenu artistique n'est pas en soi codifié ou prescriptible. Il se renouvelle constamment, c'est la nature même de la création. Mais l'un des grands dangers de la codification des arts réside notamment dans sa conformité aux paramètres que lui imposent les bailleurs de fonds. Et le Conseil des arts du Canada a fait bonne figure pour imposer des paramètres. Ainsi, la communauté artistique s'est longtemps confirmée aux multiples exigences de nos centaines de programmes au fil des ans. Qui plus est, surtout à partir des années 70, l'engagement avec le public a fait figure de grand absent ou de parent pauvre de nos objectifs pour le développement des arts. Un vrai tour de force pour un organisme public qui a des responsabilités sociales et dont la légitimité et la pertinence reposent sur l'exercice de ses responsabilités. For nearly 5 decades, we've largely fostered the advancement of the arts in silos. This mea culpa, however, doesn't mean we haven't produced results. We did produce good, excellent results. The artistic scene is now very dynamic, diversified, and vibrant. So our investment have been effective, but the Canada Council's prescriptive and self-referential funding model is no longer viable in 2017. Our future in the digital era calls for collaboration, shared leadership, and above all, an all-out non-conformist approach. Together, we must seize every opportunity to place the arts at the heart of our society. We must underscore their fundamental contribution to culture and to democracy, to the emancipation of individuals and groups that are marginalized, discriminated against, or excluded, reconciliation between Indigenous and non-Indigenous peoples, social cohesion, diversity, education, the environment, economic development, trade, and public democracy. And to do this, that contribution must be well understood, intensified, and sustained in the long term. Once again, public support for the arts in the digital era must be a genuine social contract. It has to be promoted not just by the artists and funding agencies, but also by citizens and the various bodies of civil society, all recognizing that the arts as a pillar of human development. Innovation has been a buzzword in the techno-liberal speeches we have heard ad nauseam for the past few years. However, true innovation should not be confused with the latest bright idea using available technology. An app is often not innovative and only sometimes a good idea.
As the saying goes, electric light, which was both an invention and an innovation, did not come from the continuous improvement of the candle. Digital technology allows us for radical innovation and disruption. And as writer Sadin notes, and I quote, "Disruption is less an intention and more a consequence." Disruptive innovation is innovation that culminates in the creation of new markets, radically different from what preceded it. It is a radical change of concept, one that brings customers greatest benefits at lower costs. Contrary to the appearances, disruptive innovation is very often based on existing and proven technologies. Disruption, again, is more a consequence than an intention. Just look at Netflix, which essentially offers nothing more than a new way of gathering content conceived by others. It's a model already coveted by other giants, and it will eventually, inevitably, be replaced by another disruptive innovation. Ne confondons pas création et innovation. Nous avons besoin des deux en ce moment. Si le secteur des arts recèle d'une capacité de création immense, je dirais illimitée, il doit aujourd'hui augmenter sa capacité et sa volonté d'innover. On peut être extrêmement créatif, faire du théâtre extrêmement créatif, mais le faire d'une façon qui est semblable à ce qui se faisait il y a 50 ans. Donc on crée, mais on n'innove pas nécessairement dans la façon de faire du théâtre. La bonne nouvelle, c'est que la création véritable et l'innovation authentique puisent à la même source, celle de l'imagination et de l'invention. Il nous faut répondre aux disruptions facilitées par le numérique en innovant à notre tour, en proposant des changements radicaux d'expérience, des bénéfices supérieurs pour les citoyens, si on veut parler dans ce langage. Refusons le confort de la conformité à des règles que nous avons nous-mêmes édictées ou adoptées en d'autres temps. Renforçons ce qui nous définit pour mieux nous affirmer, pour mieux communiquer, pour mieux susciter l'engagement du public envers les arts. Les avancées et les disruptions du numérique nous donnent des occasions pour innover. Nous avons en ce moment des moyens pour le faire dans nos propres termes. Profitons-en avant qu'il ne soit trop tard. Libérés de l'obsession de la technologie pour la technologie et de nos certitudes prénumériques en matière de partage de l'art, dotons-nous d'une pensée numérique progressiste, humaniste et éthique. Du même souffle, dotons-nous d'une gouvernance numérique qui favorise l'équité, l'engagement, la diversité, la transparence, l'ouverture, l'agilité, parce qu'on doit être beaucoup plus agile, la primauté des droits et la responsabilité d'un développement humain durable. Dans leur ouvrage « L'homme nu », Marc Duguin et Christophe Labbé écrivaient, et je les cite, « En externalisant notre mémoire, nous risquons d'altérer une qualité purement humaine, l'imagination, puisque cette dernière se nourrit du vécu émotionnel gravé dans nos cerveaux humains. Les données et les automatismes n'ont jamais fait un être humain. Ce qui constitue notre humanité, c'est indubitablement la conscience, les idées, la création artistique, les rêves. L'information, certes, mais en extraire la connaissance et mieux la sagesse, ce qu'aucun algorithme, évidemment, ne peut faire. Le supercalculateur Exascal, qui va consommer en électricité l'équivalent d'une ville de 30 000 habitants, quand notre cerveau se contente d'1 million de fois moins d'énergie, ne sera jamais capable d'inventer la théorie de la relativité, d'écrire guerre et paix ou de composer la flûte enchantée. Fin de la citation. C'est un peu dans cet esprit de retour aux sources de la création artistique que nous avons pensé le sommet et le fonds numérique dont ma collègue Sylvie Gilbert va vous présenter les grandes lignes dans quelques minutes. What success will look like? In l'âge de la multitude, Collin et Verdier explain, and I quote, "The multitude is now key to creating value in the economy. If you can attract, capture, and redistribute the creativity of the masses, you can become a major player in the digital economy.
If you accept the masses and free them with what they want, you can effectively govern like never before. We know that. Conversely, if you do not realize that the core of your organization's intelligence and power lies outside its walls, you run the risk of being swept aside by the champions of the digital economy, those whose radical innovation appeals the masses, the multitude. It is the multitude that has become the key to a company's or an organization's success. And the digital revolution, the masses are the new wealth of nations. End of quote. We must strive to mobilize the multitude in our own way, without losing our way. To do that, we have to clearly understand the mechanism of the digital times we are living. Let's go back to the basics. Let's find ways to adapt to digital technology and fully grasp its benefits so we can continue to create, produce, and share meaning, value, relevance, and existential purpose. There's no way we can achieve that as individuals, but as a community, we certainly can. Merci. Thank you. Bon sommet.